Boker Tov. Parachat de la semaine, on parle de la naissance de nos problèmes tout au long de l'histoire. Puisqu'on a d'un côté la naissance de Yaakov, ça c'est notre naissance. Mais on a aussi la naissance de Esav. Esav, Edom, l'Occident. L'Occident et l'histoire du peuple juif, c'est 2000 ans de galoute. Donc on a la naissance de notre histoire, c'est Parachat. Au début de la Parachat, on nous raconte une histoire assez étonnante. On appelle Esav, on nous précise que Esav était roux. Il est roux. Oh, il est né rouquin. Yaakov a attrapé son talon quand il est sorti, c'est pour ça qu'on l'appelle Yaakov. Puis il y a une histoire qui est... On ne comprend pas vraiment l'importance de cette histoire. Abraham décède, c'est pas précisé, mais c'est ce qui est sous-entendu. Abraham décède, et donc Yaakov prépare un plat de lentilles qui est rouge, et Esav arrive affamé, il lui dit « Donne-moi mina Adom à Adom azé. Donne-moi de ce plat rouge. » S'il mangeait de la pkaïla, il aurait dit quoi? Bon, je sais pas, mais en tous les cas, donne-moi de ce plat rouge. Ok. Donc, nous dit le pasuk, Alken Nikra Shmo Edom. C'est pour ça qu'on l'appelle Edom. Ça a l'air assez léger comme décision. Ça veut dire, bon, une fois, il a présenté quelque chose du rouge, alors on l'appelle Edom. Une question énervante, mais 2 secondes. Je peux faire le calcul. Non, il s'ajoute. Je peux te faire le calcul. 175, il est décédé. À 100 ans, il a eu Yitzhak. Yitzhak, il a eu à 60 ans. Des enfants, donc ils ont 35 ans. 35 ans. Ok, donc ils sont adultes. Yaakov donc prépare un plat. Et ça, demande du rouge. Ok, allez, maintenant tu t'appelles le rouge. Bon, ok. Déjà, de raconter l'histoire, on ne voit pas l'intérêt. Mais en plus, de décider de l'appeler Edom, on ne voit pas l'intérêt. Le détail qui précède cette histoire, il est encore plus étonnant. Rivka, elle n'a pas d'enfant. Pendant 20 ans, elle prie. En fin de compte, elle tombe enceinte. Et la fameuse histoire qu'on a, c'est quand elle passe à côté d'un Beth Knesset, elle sent une excitation. Et quand elle passe à côté d'un stade de foot ou je ne sais pas autre chose, elle sent l'excitation. Et donc, oui, non, je fais exprès de prendre cet exemple. Et donc, elle a un problème. Et elle va voir Shem. Elle lui dit, j'ai un problème. Et Shem dit, non, t'en fais pas. C'est des jumeaux. Et quoi? Il y a un qui est tzaddik et un qui est rachat. Ah, maintenant ça va. Avant, ça allait pas. Maintenant, ça va mieux. D'accord. Donc cette histoire, elle est bizarre. L'histoire de Edom, elle est bizarre. Et l'histoire de la fin de la paracha aussi, elle est étonnante. Yitzhak, vous remarquerez toujours, Yitzhak, c'est celui qui passe en coup de vent dans la Torah. On le voit pas trop souvent. Il a Kedat Yitzhak, naissance Yaakov, Esav, Nigmar. En tous les cas, il va bientôt partir. Il dit à Esav, je vais bientôt partir. Fais-moi ce que j'aime. Et comme ça, je te fais la bracha, etc. Entre parenthèses, pourquoi Béhémet Yitzhak se trompait sur la qualité de Esav, alors que Rivka, elle, était consciente que Esav n'avait aucune chance. C'est pas que Yitzhak se trompait. C'est que Esav, Béhémet, a fait des efforts. On verra peut-être tout à l'heure pourquoi est-ce que ces efforts ne servaient à rien. Yitzhak s'est beaucoup investi dans l'éducation de Esav, parce qu'il savait qu'il y avait un problème. Cet investissement l'a amené à une affection spéciale à Esav. Et c'est pour ça qu'il a voulu lui donner les brachot, parce qu'il pensait que les brachot allaient l'aider. Bon, il propose les brachot à Yitzhak, et Yaakov, il fait le malin. Et on connaît l'histoire, depuis qu'on est petit, il met les pots, etc. Yadaim et Esav, Akol Kol Yaakov, Yadaim et Esav, etc. Yaakov vole les brachot. Et Esav, il est complètement... il a envie de le tuer, quoi. Tout simplement, au sens propre du terme, il dit je vais le tuer. C'est comme si je disais aujourd'hui. Ça c'est le juif qui répond. Non. Mais le français, c'était comme ça, ça devait être moi qui devais recevoir, c'est moi qui devais recevoir. Bon, enfin. Ok, mais ils ont passé un deal. Qu'il ait tué en veille Yaakov, Yitzhak, c'est une chose. Mais entre eux, c'est bien un deal. C'est pas du vol. Qui a dit que les brachot et la bechora sont liés? C'est toi qui as décidé. Et ça, c'est pour ça que je dis que c'est la réponse du juif face au goy, mais c'est l'homme chané. Donc il a volé les brachot. Et ça, il est outré. On a imaginé, je sais pas moi, Biden qui est énervé parce qu'il n'a pas reçu le bracha de Raphaël Kanevski. Ok. Ça va quoi, c'est-à-dire... Non, il a raison, mais il le sait pas. Il peut pas savoir que la bracha de Raphaël Kanevski c'est plus important que ce qu'il dit. Donc, pourquoi est-ce que Esav, il attend tellement de la bracha de son cœur?
On va commencer par ce que Rivka ressentait par rapport à ses jumeaux qui se conduisaient d'une manière un peu... Enfin, elle ne comprenait pas que c'était des jumeaux. Rivka, elle a un problème avec la cohérence. C'est-à-dire, elle a un enfant, elle pense qu'elle a un enfant, qui un jour est tzaddik et un jour est rachat. Un jour, il va faire la tefila, l'autre jour, il va, au lieu d'aller faire la tefila, il va aller en salle de sport. Ça le dérange, ça la dérange. Pourquoi ça la dérange? Parce que quand il y a un problème de cohérence, il n'y a aucune chance de se développer et d'avancer. À partir du moment où tu es partagé entre deux endroits, tu es un petit peu ici et un petit peu là, en vérité, tu es nulle part. Tu n'es ni là, ni là. Tu n'es pas capable de te construire. Bon, aujourd'hui, c'est comme ça que je sens les choses, c'est comme ça que je l'ai fait. Demain, je le sens différemment, c'est comme ça que j'ai fait. Donc, il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas d'une façon d'avancer. Rivka, elle entend ça, elle se dit, c'est la catastrophe. Si cet enfant, il est incohérent, on ne pourra pas l'éduquer. Quand elle entend qu'elle a un rachat et qu'elle a un tzaddik, elle dit ok, le rachat, il est bien dans ses pompes, le tzaddik, il est bien dans ses pompes, chacun des deux est cohérent. Quand on a un enfant, à 19 ans, il ne sait pas ce qu'il veut faire dans la vie. Il ne sait pas, à 20 ans, 21, 22, il ne sait pas encore décidé. Les parents, ils commencent à avoir peur. Mais si tu as un enfant qui te dit, je ne sais pas moi, je veux faire poêle bignal, je veux construire des murs. Bon, tu ne vas pas gagner grand-chose, et puis c'est ultra physique, c'est dommage. Tu as la tête pour faire des études, c'est dommage. Qu'est-ce que tu vas faire de la peinture? C'est ce que je veux faire. Ok, c'est ce qu'il veut faire. On n'est pas très content, mais au moins il fait quelque chose. Quelqu'un qui est entre les deux, il fait rien du tout, et donc il n'est pas capable d'avancer. Quand Rivka, elle entend que son fils, elle pensait qu'elle n'en avait qu'un seul, et en vérité, ce fils-là, il est un peu à droite, un peu à gauche, elle n'est pas bien, elle va voir Shem. Elle se dit, si je vais voir Shem, peut-être que le fait d'aller chez le Rav et de réaffirmer mon contact avec le Rav, Shem, ça va impacter mes enfants. C'est ça qu'elle recherche en allant chez Shem, c'est pas une échographie. Elle cherche à réaffirmer son kavod de Talmidei Chachamim, parce que c'est marqué dans la Gemara, que celui qui est mechabel de Talmid Chacham, il a des enfants Talmidei Chachamim. Pourquoi? Si l'enfant, il voit que c'est ça qui est important chez son père, automatiquement, c'est ce qu'il va lui-même, il va ressentir, il va vivre, il va grandir avec ça au biberon, donc lui-même, il aura envie de faire mieux. Donc Rivka, elle se dit, je vais aller chez Shem, l'idrosh, il y a marqué l'idrosh et Elohim, je vais renforcer mon kavod de Talmidei Chachamim, comme ça mes enfants seront Talmidei Chachamim. Et Shem lui dit, non, viens, je te fais une échographie. Et sache que tu as 2 enfants. Sache que les 2 sont cohérents, mais chacun il a son chemin. Quand elle entend ça, c'est la calme. Je précise que quand on parle de cohérence, à chaque fois que j'en parle, on parle de cohérence dans la tête, pas dans les actes. Dans l'absolu, on aimerait être cohérent aussi dans les actes. Ok, dans l'absolu. Si Shem est Gadol Agent, pourquoi est-ce qu'il n'est pas parmi les Avot? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas... D'abord, on est les descendants de Shem. Non. Mais on est descendants de Shem. Les Sémites, c'est Shem. En tous les cas, donc quand je disais qu'on parle de cohérence, on parle de cohérence dans les idéaux. Dans les idées plutôt. On a besoin d'avoir les idées claires pour savoir où on veut aller. Après qu'on a décidé où on veut aller, on est obligé de passer étape par étape. On ne peut pas construire une façon d'être par rapport à une idée du jour au lendemain. Celui qui veut arrêter de fumer, il sait très bien que c'est la de fumer. Mais comment est-ce qu'il fait? Alors il y en a qui vont arrêter du jour au lendemain, ok. Il y en a qui vont dire, bon, j'enlève une cigarette chaque jour. Peut-être que celui qui va, petit à petit, il va réduire, c'est celui qui va tenir sur du long terme. J'ai déjà raconté plusieurs fois 2 élèves que j'ai eus, l'expérience qu'on a eue à travers eux. Les 2 étaient complètement sur une autre planète en termes de Yahadout. Il venait au cours de Gemara sans kippa, pour que vous compreniez où est-ce qu'il en était. Et un jour, il m'a dit, je veux faire Shabbat. Je lui ai dit, non, c'est bon, quoi, c'est pas possible. Il m'a dit, si, je veux faire Shabbat. J'ai dit, non, mais laisse tomber. Beau gosse, Tel Aviv, célibataire, bon, enfin, impossible, quoi. Il me dit, non, mais je veux faire et tout. J'ai dit, mais je te dis, tu vas pas, laisse tomber, tu vas pas tenir. Je vais faire. Bon, regarde. Tu
tu arrêtes de fumer vendredi soir. C'est-à-dire que tu fumes que le lendemain. Les plats, tu les mets sur une plaque. Les lumières, tu laisses allumer. L'ascenseur, bon, il a mis dans une tour. Pour descendre, tu peux descendre à pied. Il m'a dit ouais. Il m'a dit c'est tout. J'ai dit ouais, c'est tout. Il m'a dit mais c'est pas Shabbat ça. C'est pas cohérent. J'ai dit, c'est bon. Ça, ce problème, laisse-le pour moi. Il m'a dit mais c'est toi qui me dis que c'est moutard d'aller en boîte après. J'ai dit non. Je t'ai pas dit que c'était moutard. Mais si tu veux commencer à faire Shabbat, fais comme ça. Ok. Aujourd'hui, il est marié, il fait Shabbat, kasher, il étudie tous les jours, etc. Ok. Un autre, même topo, mais peut-être encore un peu, peut-être moins pire que celui-là, on va dire. Même topo. Non, je veux faire Shabbat. Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Je sais que c'est pas comme ça. J'ai dit, tu vas pas tenir. Il dit, ok, je te dis que je vais tenir. Il a fait 3 Shabbatot du début à la fin. Tous les Shabbatot de Shabbat, il m'appelait. Et après, aujourd'hui, il fait pas Shabbat. Donc, dans l'idée, qui est-ce qui a raison? C'est le deuxième. Mais dans l'absolu, qui est-ce qui est tzaddik? C'est le premier. Ah, mais le premier, il a fait un faux Shabbat. Il faisait pas Shabbat, il fumait. Il savait que le lendemain matin, tous les Shabbats matin, putain, il se levait à 5h du matin. Makara, la clope. Donc, il savait qu'il allait fumer. C'est pas, donc, dans les idées, c'est incohérent. Mais dans la vie de tous les jours, c'est comme ça qu'on construit. On ne peut pas construire l'affection d'un couple de 70 ans le premier jour du mariage. Mais on aimerait déjà avoir cette affection. Ok, on aimerait. Ça, c'est dans l'absolu. Mais ça se construit. Donc il y a l'idée et il y a comment la transformer les masses. Et l'idée, elle doit être claire. Comment la construire? On va la construire étape par étape. C'est comme ça qu'on fait quand on met l'adresse sur Waze. L'idée, où je vais aller, c'est là-bas que je vais aller. Mais pourquoi tu tournes dans cette rue? Pourquoi tu tournes à gauche? Pourquoi tu tournes à droite? Mais parce que pour arriver là-bas, je suis obligé de passer par là. Ah mais t'es pas là-bas. Tu ne peux pas appeler ça l'incohérence. C'est comme ça qu'on y va. Donc l'idée, elle doit être claire. Comment est-ce qu'on y arrive? Étape par étape. Et Rivka, elle entend qu'elle a 2 enfants. Un qui est tzaddik, un qui est rachat. Quand elle pensait qu'elle en avait qu'un seul, incohérence, problème. Quand elle entend qu'elle en a 2, qu'est-ce qu'elle peut faire? Il y en a un qui est tzaddik, il y en a un qui est rachat. Mais au moins, ils sont bien dans leur pompe, ils ont les idées claires. Ils ne sont pas en train de se mentir, ils ne sont pas en train de se voiler la face. Ils ne sont pas un petit peu ici, un petit peu là-bas. Quand Esav vient voir le plat de lentilles, et il me dit le plat de lentilles, il ne me dit pas les lentilles. Il me dit c'est rouge. Ah, Esav, toi tu vas t'appeler Edom. Quelle est l'idée qui se dégage de cette histoire et de ce prénom qui a été donné à Esav? L'idée, elle est très simple. On vit dans un système, nous tous, on a grandi dans ce système, mais c'est la doctrine, on va dire, générale dans le monde occidental. L'Occident, par définition, c'est pas l'essence, c'est la forme. Alors, c'est pas seulement pas l'essence parce que c'est chez les Arabes, mais c'est pas l'essence même des choses, c'est la forme des choses. Capitale de la mode. C'est où? On va te vendre un t-shirt, Nike qui a été fait au Bangladesh qui coûte $0,25 et encore je suis gentil. Combien on va te le vendre? 150 €. Le Makara, il y a marqué Just do it, sois un bon pigeon. Fais-le. Ok, allez fais-le. Vas-y. J'ai encore la mélodie depuis mon enfance. Arrive, c'est beau la vie. On connaît. Pour les grands et pour les petits, c'est pas vrai. Zelonachon. Lis ce qui a marqué. Lis la liste. C'est du poison. C'est pas possible. On mange que du poison. C'est beau la vie. Ah, on t'a vendu un truc. Et on le croit parce que dans la forme, c'est magnifique. C'est un moment de bonheur. Hein? Un moment de bonheur. Ma soeur m'a dit qu'elle était une fois à Gandaz. Je sais pas, là-bas à Paris. Et puis il y a un gars qui est passé devant et qui a demandé un café liégeois. Je ne me rappelle pas comment il a imité. N'hésitez pas sur la crème ou je sais plus, un truc du genre. Mais c'est ça la vie, d'accord? C'est quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose de léger. Quand on voyageait en France avec les enfants, quand ils étaient plus petits, ma femme me dit viens on va au Walt Disney. Ça me saoule. D'accord. Mais bon pour les enfants, ok. Je suis sorti nerveux de la journée. Mais ma femme ne comprenait pas. Je dis mais tu comprends pas que c'est débile? Il y a un gars, il a décidé de dessiner une souris. Et tous les abrutis sont là en train de dire « Oh, il y a Mickey !» Mais on s'en fout. Mais ça veut rien dire. C'est pas intéressant. C'est du vent. Tu rentres dans la boutique Disney sur les Champs-Élysées. Ben c'est ça le mec. Ah, Mickey. Mais il y a quoi? Il y a rien. C'est que de l'imaginaire. C'est que du vent qu'on va te vendre. On te vend une voiture. Est-ce qu'elle roule bien? Ça intéresse personne. Est-ce qu'elle a les sièges en cuir? Enfin, moi je parle encore d'un truc. Là, ça commence à devenir intéressant. Quels sont les gadgets qu'il va y avoir dans cette voiture? C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il y a Miss Monde qui est à côté de la photo? C'est là que ça devient intéressant. Et là, la voiture, elle est bien. Mais on ne parle pas de la chose même. On parle de la forme.
On parle de l'extérieur de la chose. On parle pas de la chose elle-même. Et c'est comme ça toute la vie, tous les jours. On vit dans un système, on s'est habitué. C'est comme ça. La mode, c'est le symbole le plus grand de ce que c'est l'Occident. C'est la forme avant le fond. Et je parle d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, avec les téléphones, etc., on ne vit que par l'apparence. On ne vit pas dans la vie de tous les jours. On va vivre par rapport au nombre de photos qu'on a mis sur Facebook, etc. Avant, il y avait Facebook, il fallait écrire. Après, on t'a dit non, on va faire Twitter, on va écrire un petit peu moins. Maintenant, on est passé à Instagram. Tais-toi, mets une photo. Arrête, mets une photo. Mais on parle, c'est-à-dire que quand tu parles avec des gens, tu dis mais c'est pas possible. C'est des abrutis. Parce qu'on ne parle pas du fond des choses, on parle de la forme des choses. Une fois, j'ai pris le TGV, je crois que c'était pour aller à Marseille. J'ai écouté la discussion. J'ai dit, bon, non, la mine, j'étais en première classe. C'est-à-dire que c'était des gens qui avaient l'air cultivés. La discussion, elle sert à rien, mais vraiment à rien. On parle de vent. Il n'y a pas de quelque chose, il n'y a rien de construit. Et d'homme, c'est l'apparence. C'est pas le fond des choses. Et ça, il voit un plat. Quels sont les ingrédients? Ça ne l'intéresse pas. Haribo, c'est bon la vie. On va regarder. Quelle couleur ça a? La voiture rouge. Ah, Alken, Nikash Moedom. Toi, ce qui t'intéresse, c'est l'apparence. Et c'est pour ça que Esav, après tout l'investissement de son père, Yitzhak, n'a pas changé. Yitzhak, il a dit, il faut aller à l'Yeshiva. Ok, il met le chapeau, la barbe. Mais c'est dans l'apparence. C'est pas dans la profondeur des choses. C'est pas quelque chose de profond. C'est quelque chose qui est vécu extérieurement. Rav Wolbe disait que on peut être toute sa vie au Beth Midrash et on n'a pas réussi encore à avoir fait rentrer la Torah dans son cœur. On est dans l'apparence et on est dans une génération où la Torah aussi elle est en apparence. On a un monde. Ok, t'as mis les tefs. Mais c'est très profond la mitzvah des filles. Non, je dis pas que c'est pas bien. C'est comme j'ai dit au départ. L'idéal c'est de comprendre et il faut passer par étape par étape. Mais il faut savoir qu'il y a une étape après. C'est pas tu as mis les tefs, alors ça c'est fini, maintenant tu peux faire ce que tu veux. Non, comprends ce que tu as fait, comprends que tu as asservi ton bras au service de Dieu, comprends le message, comprends la profondeur des choses, vis la profondeur des choses. Et ça, en opposition à Yaakov, c'est la forme, alors que nous on est dans le fond. Et c'est pour ça que Esav va s'appeler sur la forme d'une chose. C'est pour ça que Esav n'a pas pu réussir à se développer, c'est parce qu'il est que dans la forme. Et c'est là l'incohérence. C'est là où est le problème d'incohérence. Parce qu'on peut parler de certaines choses, on peut parler de bien, de bonté, de chesed et tout, mais au final, comme c'est pas intérieur, alors le chesed, il va être extérieur. On va faire la SPA, on va faire des choses qui sont des images de chesed, mais qui sont pas du chesed foncièrement. Esav, il est dans la forme, alors que nous, on est dans le fond. Esav, il dit à Yaakov, ok, tu sais quoi? Et ça revient à ta question. Mais si c'est comme ça, t'as qu'à aller vivre en tant qu'ermite, je sais pas moi, au fin fond d'une forêt indienne. Yaakov, il dit non. Les brachot, c'est moi qui les prends. Quel brachot? Il y a marqué là-bas, tu vas ouvrir une yeshiva, tu vas avoir un collège, tu vas avoir 200 000 élèves. Il y a marqué là-bas, tu vas rouler en Mercedes, tu vas avoir une villa sur la côte. C'est ça ce qui est marqué dans les brachot. Il n'y a rien marqué d'autre. Mais ça, il dit Yaakov, attends, dis-moi. Toi, monsieur le tzaddik, toi, celui qui est toute la journée, Yaakov, Ishtam, Yosef, Walim, qui est toute la journée au Beth Midrash, mais pourquoi tu roules en Mercedes? Quel rapport? Il dit, c'est moi qui prends les brachot. Il a raison, Esav. Il dit, moi je suis dans la forme. C'est moi qui fais. Toi, t'es dans le fond. T'as qu'à jeûner dans ton trou à rat, tranquille avec ton livre, personne ne va t'embêter. Viens, on partage. Moi, je prends le Olamaba, toi, tu prends le Olamazé. Non, Yaakov, il dit. Non, moi, je prends le Olamazé et le Olamaba. Moi, je prends les deux. Comment c'est possible? Quand Hachem nous a mis dans un monde qu'on connaît, un monde matériel, est-ce qu'il recherche à nous faire souffrir dans ce monde matériel? Coupe-toi du monde. Ou est-ce qu'il recherche à profiter de ce monde et utilise ce monde en tant que moyen pour aller de l'avant? Et ça, il dit, tu veux être monsieur Mère Teresa, reste dans ton couvent, qu'est-ce que tu veux? Vas-y, coupe-toi du monde. Non, moi je me coupe pas du monde. Je vais prendre le monde, je vais kiffer en tant que toi. Lama. Le monde matériel, c'est pas un problème. Ou c'est pas que un problème. Ça dépend de l'approche de la personne. C'est un tremplin. C'est-à-dire que j'ai décidé de faire du chesed. Je prends l'exemple le plus basique, mais dans toute la vie, c'est comme ça. J'ai décidé de faire du chesed. Ok. Il y a une famille que je veux aider. Mais j'ai pas de quoi l'aider. Je peux pas faire. Donc, il y a besoin du matériel. Je veux étudier pendant 4 heures d'affilée. Mais si j'ai pas pris un petit déj normal, je pourrais pas. Donc, j'ai besoin du monde matériel pour faire du spirituel. Et au final, quand j'aurai fait du spirituel,
quand j'aurai fait de ma vie, j'aurai fait un but spirituel, tout le matériel que j'aurai utilisé devient spirituel. Dit Yaakov à Esav, toi t'as compris que si on est en mode Torah, on ne doit pas être dans ce monde. On doit être dans le monde Gan Eden. On doit être directement là-bas. On doit être coupé complètement du matériel. Mais t'as rien compris. Si Hachem il nous met dans ce monde, c'est parce qu'il faut prendre ce monde et le transformer. Alors comment est-ce qu'on va faire? On va prendre toutes les richesses du monde et on va les transformer. Tout va être axé autour de ce côté spirituel. Donc Yaakov dit à Esav, non seulement quand toi tu as voulu le matériel, tu n'as pas eu le matériel, parce qu'au final c'est moi qui le prends. Mais toi tu as perdu et moi j'ai tout gagné. C'est-à-dire que quand tu as fait le choix de prendre le matériel, tu as tout perdu. Quand j'ai fait le choix de prendre le spirituel, j'ai tout gagné. Je reçois et le matériel et le spirituel. J'ai déjà raconté, c'est une blague, mais c'est vrai. Un Bachor Yeshiva qui était dans sa chambre en caleçon, talit, clope et une bière fraîche. Et il est en train d'étudier. Le Rav, il rentre, il le voit comme ça, il dit, pas possible. Il dit, je comprends pas. C'est comme ça qu'on étudie la Gemara. Il a dit, non, Rav, c'est comme ça qu'on boit une bière. Et si je veux kiffer, Aniachol Shalev, je peux associer les deux. On peut associer les deux. Hachéla, elle est où ta tête? Est-ce que tu fais le... Je connais un Rav sur lequel il y a beaucoup de blagues. Bon. C'est un grand Rav, mais pour l'homme chalet. Une fois, il était en vacances. On raconte comme ça. Il était en vacances en Suisse. Et celui chez qui il était invité, il lui a demandé quel yaourt il voulait. Un yaourt nature ou un yaourt au chocolat? Alors le Rav, il lui a dit qu'est-ce que ça change? Nature, chocolat? Non, moi, le yaourt au chocolat. Ça veut dire... Mais en fait, ça dépend dans la tête. Ça dépend dans la tête. Ça dépend de ta tête. Elle est où ta tête? Le Gaon de Vilna, il a dit que la mitzvah la plus dure, c'est le Oneg Shabbat. Il a dit la simcha de Sukkot et le Oneg Shabbat. Pourquoi? Parce que Oneg Shabbat, c'est un kiff. Mais Oneg Shabbat en tant qu'Hachem ou en tant que on est en train de kiffer? C'est caché mode. C'est-à-dire que c'est d'Afranot d'Akot. Et Behemet, le Ben Ishraï dit que pour arriver à un niveau où on va prendre le matériel et le transformer en spirituel, on a besoin de passer par une étape dans la vie. On va être des ermites. On va dire non, moi le matériel, je me coupe du matériel, complètement. Mais après qu'on a passé cette étape-là, qu'on a été capable d'annuler son côté matériel, on peut revivre avec, on peut le réutiliser et le transformer. C'est ce qui est marqué au sujet de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi était très très riche, immensément riche. Quand il est décédé, Rabbi Yehuda Hanassi dit on raconte qu'il a levé ses mains au ciel et il a dit: le ciel peut témoigner que j'ai jamais profité de ce Olam Hazé. Et dans la même Gemara, on nous raconte que Rabbi Yehuda Hanassi, il y a marqué qu'à sa table, il y avait toujours des radis et de la salade verte. Les radis parce qu'il était marocain. La salade verte, c'était pour la digestion. C'est-à-dire, quand la Gemara, elle nous dit ça, la Gemara, elle nous dit ça, c'est pour nous dire qu'il avait toutes les salades pendant toutes les saisons, ce qui n'existait pas avant. Ça, c'est l'apparence de la Gemara. D'un côté, très riche. D'un côté, nourriture abondance. D'un autre côté, j'ai jamais profité de ce monde. C'est déjà ce que j'ai dit dans l'idée. C'est-à-dire, on peut tout avoir sans rien prendre. C'est là pour autre chose. Mais dans la profondeur de cette Gemara, le Ben Ishraï nous dit qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Nous dit le Ben Ishraï qu'à chaque fois qu'on est en train de manger quelque chose, on a la capacité ou de créer des malachim, ou de retaper des malachim. Il y a des malachim qui sont un peu sont tordus comme ça, et on fait l'opération. Alors, où est-ce que ça se passe? Il y a des salles en haut, je sais pas où. Il y a une salle qui s'appelle M-Kol. Et dans cette salle, c'est le garage des malachim. Nous dit la Gemara, pourquoi est-ce qu'il avait du radis et de la salade verte? Parce que le radis, ça coupe le ma'achal. Et la salade verte, ça mélange le ma'achal. Bon, ok, celui qui lit la Gemara comme ça, il dit bon, ok, c'est... Mais je dis non, prenez le mot ma'achal, coupe-le en deux, même à l'ève d'un côté, chaf la mettre de l'eau, c'est M-Kol. C'est le fameux garage des malachim. Ma'achal, tu mélanges, ça sort malach. Te dit le Ben Ishraï, Rabbi Yehuda Hanassi, à chaque fois qu'il mangeait, il avait du radis et de la salade verte. Ça faisait quoi? Ça faisait réparer des malachim et créer de nouveaux malachim. C'est-à-dire qu'en mode achila, quand il était en train de faire quelque chose qui est, on ne peut plus matériel, il était en train de faire quelque chose de spirituel. Donc, et ça, c'est quelqu'un qui était avec une richesse, comme la Gemara nous raconte, il avait tous les Talmidei Chachamim qui étaient à sa table tout le temps. Très très riche.
dans les Moussagim, de Az, il était très riche. C'est-à-dire qu'il avait de l'argent, mais il n'était pas argent. C'était pas ça sa vie. Son but, il était tout autre. Dans chaque chose qu'on fait, la Gemara nous dit par exemple que celui qui veut verser des Nesachim, avant on versait du vin sur le misbéach. Verser du vin sur le misbéach. On a pris le misbéach, qu'est-ce qu'on fait? Ishpor, Yaïn, les gronam chez les Tamidei Chachamim. Verser du vin dans la gorge des Tamidei Chachamim. Parce que c'est comme le misbéach. Non, c'est pas comme le misbéach. Il s'est jamais promené avec un feu sur sa tête et on lui a mis une vache. Non. Bah si. Parce que qu'est-ce que le misbéach il faisait? Il est le trait d'union entre le matériel et le spirituel. Un korban, c'est quoi? C'est quoi un korban? On prend quelque chose qui est un steak, enfin, beaucoup de steak. Et puis on dit voilà, c'est Hachem. Il y a un rapport à Hachem. On prend le matériel, on le rend kadosh. Et c'est le niveau le plus haut de la Kedusha. Le niveau le plus haut de la Kedusha, c'est ça. Prendre du matériel et le transformer kadosh. Qui est-ce qui a cette capacité? Le Talmid Chacham. Ah, tu veux verser du vin sur le misbéach, verse-le dans la gorge du Talmid Chacham. On va prier sur les kivrot tzadikim. Mais je comprends pas, les Kohanim, ils peuvent rentrer? Non, ils peuvent pas rentrer. C'est un endroit qui est tamé. Qu'est-ce que tu viens prier ici? C'est un endroit qui est tamé. Non, parce que celui qui est là, c'est le trait d'union entre le ciel et la terre. Parce que celui qui est là, il a réussi à prendre quelque chose de matériel et le transformer en spirituel. Donc lui, c'est une porte vers le ciel. Parce qu'en tout matériel qu'il est, c'est une porte vers le ciel. Et on le voit. On le voit chez les Gdolim, on voit un homme et on voit un ange, on voit autre chose. On voit cet équilibre qu'il y a entre eux. Pas cet équilibre parce que c'est entièrement spirituel et tout ce qui est matériel c'est annexe. Le Staipeler, il étudie au Beth Midrash 16 heures d'affilée. 16 heures d'affilée, il n'a pas le temps de rentrer chez lui. Sa femme elle lui a amené le repas. Un jour elle lui dit mais pourquoi t'as pas mangé aujourd'hui? Il dit bien sûr j'ai mangé. Elle dit non mais laisse tomber, je te connais. Si t'as mangé ou pas tu t'en rappelles pas. Il dit tu as raison, mais j'ai fait Netila, j'ai fait Birkat, ça je m'en rappelle. Il dit mais le plat il est là, entier. J'ai mangé, j'ai fait moti. Le plat il est entier, comment c'est possible? Il y a un morceau de plâtre qui est tombé du plafond et c'est ce qu'il a mangé. Et tu remarques pas? T'es tellement... Tu remarques pas? Oui, c'est possible. C'est possible de ne pas remarquer. C'est possible de ne pas se rendre compte. D'être à ce niveau-là. Et des histoires sur des Gdolim comme ça, il y en a à l'appel. À l'appel, une après l'autre, on a des histoires où on te dit mais c'est un ange ou c'est un homme, c'est pas possible. Bah c'est ça le but, c'est ça l'idéal, c'est ça la cohérence. C'est un homme, mais c'est pas un homme, c'est un malach. Il est au-dessus de l'ange, parce que l'ange il n'a pas ce côté matériel. C'est ce que les malachim ont dit à Moshe Rabbeinu, on dit à Hachem, on ne veut pas leur donner la Torah. Moshe il leur a dit Kloum yesh bachem, est-ce que vous avez un Yetzer Hara? Est-ce que vous avez un problème de surmonter quelque chose? Est-ce que vous avez cette obligation de transformer quelque chose? Vous êtes des anges. C'est très bien d'être un ange, mais on n'a pas été créé pour être des anges. On a été créé humain et on doit devenir des anges. Comment est-ce qu'on le fait? Par rapport avec la cohérence qu'on va avoir dans notre tête, et grâce à ça, on va tracer un chemin qui va nous amener à cette transformation. Donc si on fait le fil conducteur entre les trois étapes de la paracha, Rivka elle te dit attends, il n'est pas cohérent ce gosse, c'est pas possible. On lui dit t'en fais pas, il y a un tzaddik, il y a un rachat. Béhémet et Dom et Sav, il n'est pas cohérent. Parce que par définition, ce qui l'intéresse, c'est l'apparence des choses et non pas le fond des choses. C'est sa définition, c'est son manque d'incohérence. Ah, mais alors il devrait avoir raison, c'est lui qui doit prendre les brachot. Non, on va voler les brachot. Pourquoi on va voler les brachot? D'après ce qu'on a dit, c'est le but. Oui, mais si c'est un but officiel, ça devient à égalité avec le vrai but. Non, tu dois voler les brachot. Le matériel, il doit être annexe. Ça ne fait pas partie d'un but en soi. Tu vas recevoir le monde matériel. Mais comment? Vole-le. Va Yaakov, tu vas attraper le talon. C'est pas la chose la plus importante, c'est pas le but de ma vie. C'est une chose annexe. Donc tu vas pas le faire en tant que... Dans le programme, il y a un Mercedes. Et s'il y a un Mercedes, la malo. Comme Rébi, il y a marqué qu'il avait les deux Shulchanot. Il avait et Olam Hazé et Olam Haba. Il y avait d'autres qui avaient que le Olam Haba. Donc, on doit, quand la Torah elle te dit tu vas prendre des brachot, la seule façon de prendre ces brachot, c'est de les voler parce que c'est pas quelque chose qui a un but en soi, c'est seulement un moyen qu'Hachem nous donne tous les moyens pour devenir des malachim. Quand tu dis voler, c'est pas forcément voler, hein. Comme il a volé. Non, je parle pas d'arnaque, rien. Ah, ouais.